Patrick, bonjour. Bonjour Denis. Merci d'accepter mon invitation. Je suis ravi. On est dans un très bel endroit. On est en plein cœur de Paris. Nous sommes au tombeau de Napoléon, aux Invalides. Et on va vous proposer une perspective des 25 prochaines années autour du management. Alors, inutile de vous présenter Patrick, il a un parcours absolument exceptionnel. Il a une densité de vie qui est incroyable. Entre autres, mais corrige-moi si je me trompe, tu es général de l'armée de l'air, tu étais leader de la patrouille de France, tu étais conseiller de 2 ministres des Affaires étrangères, et maintenant tu distribues, tu prodigues tes conseils en management auprès des chefs d'entreprise. Tu as vécu 1000 crises de l'intérieur et tu partages ton expérience en fait. Absolument, oui. J'ai eu cette chance, un parcours presque normal au sein de l'armée de l'air et un peu aux affaires étrangères. Et j'ai une anecdote par rapport à ce tombeau d'ailleurs qui est assez amusante, c'est que j'ai eu la chance en fait de survoler les Invalides en fait, parce que normalement on ne survole pas les Invalides. Pendant le 14 juillet, on ouvre, la patrouille de France ouvre les défilés aériens, mais ne survole pas les Invalides. Or, c'était pour la mort de Marcel Dassault. Pour les obsèques de Marcel Dassault, il y avait une cérémonie aux Invalides et donc avec la patrouille de France, on avait survolé comme ça, nord-sud en fait, les Invalides. Donc c'est une petite anecdote et un souvenir. Super. Voilà. Alors on va vous faire découvrir le monument en même temps et je vais essayer de demander à Patrick de partager son expérience avec vous. Alors l'idée c'est vraiment de partir sur une perspective des 25 prochaines années. Les 25 dernières, il y a eu beaucoup d'évolutions dans le management. Oui. Beaucoup. Peut-être une amélioration, une adaptation des managements très autoritaires qu'on avait hérité du début de l'ère industrielle, et ça a beaucoup évolué. Ensuite, là, on sort d'une période où on a eu beaucoup de communication et d'exemples autour de nous de l'entreprise libérée. Oui. Et alors maintenant, on en est où exactement sur cette affaire? Alors d'abord, j'aime beaucoup l'idée de l'entreprise libérée, mais j'aime pas du tout le mot. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'avant, on était totalement emprisonnés. Oui. Enfin, et puis qu'est-ce qu'on met derrière? Travail, non, je préfère nettement l'idée de comment libérer les énergies dans l'entreprise, au service de l'entreprise et dans la mesure du possible au service des collaborateurs. Et pour moi, c'est une notion fondamentale. Et cet instant post-Covid nous a montré quoi? Nous force à prendre plus de responsabilités de l'humain, responsabilité individuelle, quelques règles aussi, et je pense que c'est quelque chose qui va être important à prendre en compte pour les années qui viennent, c'est-à-dire que plus que jamais, l'humain va être la chose principale dans l'entreprise en fait. C'est le principal capital d'une entreprise, c'est son facteur humain, et donc il va falloir en sortir le meilleur. Et c'est très important ce que tu dis en fait, parce qu'on a tendance trop facilement à l'oublier. Il y a l'humain et des règles. Il faut des règles. C'est une vie en société en fait. Absolument. Et c'est un problème français. On a beaucoup de droits, mais on a peu de devoirs. Et donc, il y a un devoir on retrouve même dans la Constitution, pour moi, c'est le respect. C'est le respect des autres et en même temps… Le respect de vivre ensemble. Absolument. Le respect de vivre ensemble, le respect des règles. Et pour l'entreprise, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la place et la mission de chacun va évoluer, bien sûr, au service de la performance d'entreprise et dans la mesure du possible aussi au niveau du développement du collaborateur. Et pour ça, il faut des règles du jeu. Exactement. Et on oublie aussi trop souvent que pour un vivre ensemble, il faut un chef. C'est pas parce que l'entreprise est soi-disant libérée qu'on casse l'image du chef et qu'il n'existe plus. Au contraire, il faut qu'il y ait un chef et qu'il y ait le respect aussi de l'autorité. Absolument, mais du coup ça donne également un devoir cette fois-ci pour nos leaders. Pour moi c'est la première chose que je donne dans mes conférences sur l'importance du leadership, La première chose c'est l'exemplarité. Je ne connais pas d'entreprise ou d'équipe dans laquelle l'humeur des collaborateurs n'est pas égale à l'humeur du chef. Si le chef dit bonjour, c'est le chef d'orchestre en fait. Mais oui, c'est le chef d'orchestre. Et donc il entre en résonance. Absolument. Ou pas. Alors, il donne l'exemple au niveau de son attitude, de son comportement, des règles du jeu, de l'humeur même dans l'entreprise. Et également, il donne du sens. Voilà. Et il donne le cap. Et bien sûr. De toute façon, si le chef n'a pas de valeur,
ça va se ressentir dans le travail des équipes en conséquence. Ah, et s'ils n'arrivent pas à faire partager le sens de la mission collective, ça ne marchera pas. Mais la Patrouille de France, pour ça, est un superbe exemple parce que si vous regardez bien, vous la voyez notamment au 14 juillet, mais le leader en aéronautique est toujours devant. Mais c'est lui qui donne le cap. Oui. C'est lui qui s'incline à gauche, qui s'incline à droite, qui part en évolution et tout le monde a s'aligner en fait sur la place qui lui est allouée et au service de la performance collective. Il y a un effet mimétique. Oui. Forcément. Forcément. Le leader est vertueux, l'équipe sera vertueuse. Absolument. C'est une notion pour moi très importante de l'évolution, si vous voulez. L'importance du rayonnement des leaders et des managers, cette notion d'exemplarité. Et puis également la prise en compte de chacun qu'il est au service de ce qui va apporter à l'entreprise et donc beaucoup de respect mutuel les uns par rapport aux autres. Et vous savez, l'art d'un leader et d'un manager, il va rester le même. Pourquoi? Parce que l'humain est le même. L'art, c'est très simple. Comment obtenir le meilleur de chacun de mes collaborateurs dans l'intérêt de l'entreprise, donc du collectif, de la communauté, et deux, dans la mesure du possible, de l'intérêt du collaborateur. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'une entreprise, c'est un organisme vivant. C'est un organisme vivant qui est, qui est également une éponge avec l'extérieur, donc qui réagit. Et cet organisme vivant a un caractère comme un être humain. C'est une personnalité morale, en fait. Complètement. Et en fait, il faut en prendre soin, comme un être humain. Mais Denis, tu soulèves un point qui est extrêmement important, c'est la notion de culture d'entreprise. Alors ça, moi, j'y suis très attaché parce que toute entreprise a une culture, sauf que souvent, sauf que souvent, elle n'est pas écrite. Or, exactement. Il est important de l'écrire. Ça passe par une vision, des valeurs, des objectifs, des méthodes de travail, des principes d'action et bien sûr liés à l'ADN, à l'histoire de l'entreprise en fait. Quels sont ses fondamentaux. Et tout ça doit se décliner et surtout rester aligné pour chacun des collaborateurs. Ça, c'est très important. Il faut éviter ce désalignement. Et ça, c'est pour moi la première responsabilité d'un manager. Dans une entreprise, quand vous faites la promotion de quelqu'un en tant que manager, sa responsabilité, c'est d'aligner les méthodes de travail, les principes d'action derrière la vision, les objectifs et les valeurs de l'entreprise. Donc, même si l'entreprise est soi-disant libérée, il faut quand même des process, il faut quand même... il ne faut pas que des règles du jeu pour gérer les humains, il faut aussi un certain nombre de process derrière pour que tout fonctionne bien. Mais vous avez tout à fait raison, Denis. Il y a trois choses en fait pour la performance collective. Quel que soit le type d'équipe, qu'on soit 3, 10, 100, 1000 ou 10 000, il faut trois choses. De l'organisation, qui passe par du recrutement, de l'intégration, de la définition et place et mission de chacun et des règles du jeu et de la formation. Ensuite, il faut des process de travail. Donc moi, j'illustre dans mes conférences les process de travail du monde aéronautique, qui sont également ceux… mais très stricts. Alors, oui, très stricts. En fait, on va en parler. Qui sont préparer ses journées, ses vols, ses avions, ses missions, ses entretiens. Absolument. Ensuite, briefer avant l'action. Comme on a fait là, un briefing pour organiser ce petit tour autour du musée autour du tombeau de Napoléon. Et ensuite, il faut à l'issue visualiser. Ça, c'est très important. C'est un outil qui est super intéressant de visualisation. Pourquoi? Ça nous sert en fait en aéronautique à anticiper les événements et à prendre des décisions en temps réel. C'est un formidable outil du quotidien qui est sous-estimé par les collaborateurs et notamment par les leaders. Bien sûr. Ensuite, il faut débriefer et capitaliser le savoir-faire. Ça, ce sont les process de travail. C'est-à-dire en retirer les leçons de ce qu'on a bien fait et pas bien fait. Exactement. Par exemple, on est en post-Covid. Là, il importe que chaque entreprise prenne le temps avec ses collaborateurs de dire bon, comment vous sentez, comment vous l'avez vécu sur le plan personnel, sur le plan professionnel, et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut laisser et qu'est-ce qu'on peut prendre. Et ça, c'est très important parce que ça montre aussi libérer les énergies des collaborateurs, c'est qu'ils s'expriment. Ils disent, mais tiens, on pourrait peut-être faire ci, on pourrait peut-être faire ça. Qu'ils se libèrent aussi de quelque chose qu'ils ont peut-être mal vécu. Absolument. Et le partager. Absolument. Et en tirer des conséquences. La communication. Alors, tu fais très bien d'en parler. La communication fait partie notamment des outils de management. On a parlé de l'organisation, on a parlé des process, et le troisième pilier, c'est le management. Alors là, c'est un art. Parce qu'on est dans l'humain et ça restera toujours un art. Alors les humains évoluent. Ça peut s'apprendre ou il faut quand même des qualités naturelles au départ? Alors d'abord, pour moi, tout peut s'apprendre. C'est vrai que certaines personnes ont plus de charisme naturel, mais il y a des principes, il y a des petites méthodes là-dedans.
D'abord, il faut s'assurer de la cohésion d'équipe, de la motivation et du leadership. Et là, il y a des méthodes, des process, des bonnes pratiques. D'accord. Et dans les bonnes pratiques pour la cohésion d'équipe, il nous faut un cap, du sens, les valeurs, du respect, de la communication. Et vous savez qu'il y a un outil qui est absolument extraordinaire en aéronautique pour la communication, c'est quoi? C'est l'art des briefings et des débriefings. Oui. Le briefing permet la communication. Pas spécialement en entreprise d'ailleurs. On brief, maintenant ça vient de l'aéronautique tout ça. Hein. Oui. Et dans les PME, on ne le fait pas tant que ça. Pas assez, pas assez. Et surtout, pas assez de rigueur dans le mode opératoire. Dans un briefing, parfois, on mélange la stratégie, des idées et du court terme. Non. Tout est une relation. Par l'objectif, la stratégie, la tactique. Absolument. Et le briefing, on est beaucoup plus dans la tactique, c'est-à-dire qu'on est dans l'action. C'est là la visualisation en fait, quand tu es en train de visualiser ton vol. Exactement. Pour le déroulé d'une journée, pour le déroulé d'une opération, pour le déroulé d'une semaine d'activité. Et une chose, alors, moi j'observe, je fais beaucoup d'interventions dans les entreprises, 95% des entreprises débriefent mal ou pas du tout. On peut mal débriefer quand même. Mais bien sûr, c'est un art de débriefer. Mais ça peut être très simple. Ça peut être très long et ça peut être très court. Tout dépend en fait de ce qu'on veut en retirer. De l'importance qu'on veut mettre dans le retour d'expérience. C'est ça. En fait, c'est quelle expérience on en retire, même des erreurs, surtout des erreurs. Alors, des erreurs, oui. Alors, ça, souvent, l'erreur, on le fait. Mais il y a manière de le faire. On blâme. Oui. On n'en retire pas l'expérience. Mais c'est exactement ça. Il ne faut pas blâmer. Vous savez, en aéronautique, le principe, c'est que suite à un incident, ça arrive dans toutes les entreprises, même en aéronautique, on n'est pas là pour chercher un coupable, on est là pour chercher une solution. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pas que ça se reproduise? Et vous savez qu'en aéronautique, on débriefe tout le temps. Alors vous allez me dire, l'aviateur ou les militaires… L'erreur peut être fatale en même temps, donc il vaut mieux dire. Non, mais en même temps, c'est culturel. Pourquoi? Parce que le premier vol de votre vie, quand tu voles, tu n'as jamais volé de ta vie, tu voles avec un instructeur en double commande. Tu t'alignes sur la piste, tu mets les gaz, tu lâches les freins et hop, tu t'alignes et tu commences à décoller. Tu es en vol depuis 20 secondes que déjà ton instructeur, il va te débriefer la manière dont tu as tiré sur le vent. Mais oui. C'est du temps réel. Mais c'est en temps réel. Ah oui, très légèrement différé. Tu dois avoir un peu la pression au premier vol. Mais attends, tu vas voir. Donc tu débriefes comme ça tout le vol. Tu arrives, tu es exténué par le vol, tu t'es posé comme une patate. Évidemment, tu as fait du boom l'atterrissage, l'instructeur a pris les commandes et tu vas te parquer. Là, on souffle, on va dans la salle de débriefing, qui est la même salle que le briefing. Et tu refais le film. Et on refait le film. Et tranquillement, l'instructeur te dit, tu vois là, comme tu t'es aligné, tu as tourné un peu à droite, attention, dégage un peu plus, tu vois, aligne-toi mieux, regarde le vent, tu vois, mets 2 mètres parce que tu as le vent de travers, tu regardes bien, tu regardes bien. Ensuite, tu t'alignes bien, tu vois que tu n'étais pas parfaitement aligné. Et on va faire tout le film, tu vois, au décollage, tu as tiré un peu sec, non, laisse-le venir plus doucement, tu vois, tu mets une certaine pression. Et en fait, tu fais tout le film. Tu as remis toutes les séquences. Toutes les séquences. Ce qu'on ne fait pas spécialement en débriefing. Alors, on parle de ce qui ne va pas bien. Oui. Donc en fait, on ne repasse pas toutes les séquences. Mais tu as tout à fait raison. Et ça, c'est un autre aspect du débriefing. Il faut aussi débriefer des succès. Oui, bien sûr. Mais on ne fait jamais en entreprise. On célèbre. Il faut aussi valoriser les staffs aussi. Absolument. C'est très important. Et il faut débriefer les succès. Pourquoi on a été bon? Pourquoi on a gagné? Exactement. Mais je vous dis, le débriefing, ça, c'est l'outil du XXIe siècle. L'aéronautique nous a montré. Vous savez qu'au XXe siècle, c'était absolument extraordinaire. On est passé en 66 ans, du premier vol des frères Wright, le 17 décembre 1903, à Neil Armstrong, le 20 juillet 1969 sur la Lune. 66 ans. C'est impressionnant. Impressionnant. Pourquoi? Notamment grâce au débriefing. Parce que les aviateurs débriefent tout le temps, du coup les mécaniciens débriefent, les contrôleurs débriefent, c'est culturel en aéronautique. Et on n'y met pas d'ego. Oui, c'est ça. Le secret, il est là. Mais oui, il ne faut pas y mettre d'ego. L'humain aussi quelques travers. L'humain restera l'humain, donc attention à l'ego. Donc, mais alors, vous allez me dire… C'est là l'art du chef, l'art d'être chef. C'est vrai. Alors, vous allez me dire… Ah bah attends, on voit bien à l'imitaire que vous avez que ça à faire. Tu crois que nous, l'entreprise, avec tout ce qu'on a à faire, on n'a pas le temps de débriefer. Je dis que si on a le temps de débriefer, ça peut être très court. Tu poses 3 questions, minimum. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs, en totalité ou en partie? 2, est-ce qu'on était dans l'enveloppe financière ou dans le timing? 3, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à signaler?
Ça, c'est le débrief minimum, qui peut prendre 30 secondes. Et nous, 90% des vols, c'est ME, RAS, mission effectuée, rien à signaler. Mais on a quand même débriefé. Et puis, pour la même mission, tu peux y passer 2 heures. Où tu vas refaire le film comme on fait en aéronautique pour analyser chaque chose et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois. C'est ça l'esprit du débriefing en aéronautique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois. Puis là aussi, il y a l'expérience du débriefing. Donc après, il y a une accumulation d'expérience de tous les staffs. Et après, tu vas à l'essentiel de ce qui a très bien marché, de pas bien marché, mais ça va beaucoup plus vite. Absolument. Forcément. Absolument. Une fois que tu crées une nouvelle habitude. Absolument. Voilà. À Harvard, dit la même chose sur le débriefing. Vous devez redécouvrir l'art du débriefing tellement c'est important. Et c'est un moyen de mieux connaître ce que vos clients pensent, ce qu'ils attendent, de vos expériences commerciales. On ne débriefe pas assez les entretiens commerciaux avec les clients, les retours d'expérience. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est là où l'activité. On est dans une folie court-termiste, en fait, où il faut tout le temps performer en permanence et on prend plus du tout de recul. Alors, Denis, tu dis vraiment une chose très importante, c'est quoi? C'est qu'il faut accepter de perdre un petit peu de temps pour en gagner beaucoup. Puis c'est pas perdre du temps, parce qu'en même temps on valorise les staffs. Mais complètement. Et en fait, cette perte de temps, elle est minime au début, mais une fois qu'on l'a mise au point, mais on gagne énormément de temps et surtout on ne reproduit pas les mêmes erreurs. Oui. Et on s'améliore en permanence en fait. Alors juste en parallèle de ça, justement, le débriefing qui est un point très important, par rapport à la situation qu'on a vécue, après on se projettera un peu plus loin, mais j'ai souvenir que tu étais intervenu très tôt. On était intervenu en même temps d'ailleurs, on était sur le pont par rapport au déferlement en fait de cette drôle de guerre entre guillemets qui s'est abattue sur le monde. Et tu as parlé d'une chose, moi, qui me paraît essentielle depuis des années, c'est la cellule de crise. Ah oui. La cellule de crise, oui, bien sûr. C'est ultra précieux comme outil. Ah mais c'est un outil extraordinaire. En fait, il se trouve que, comme tu le disais, j'ai eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, mais de participer à de très nombreuses crises ou de guerres même, dans les 10 dernières années de mon activité au service de l'État. Et j'ai observé que quel que soit le secteur d'activité, que ce soit les aviateurs, les terriens, les marins, en interarmée, en interallié, à l'ONU, à l'OTAN, tout le monde utilise la même méthode. C'est quoi? Un chef, une cellule de crise. Oui. Et donc quand vous avez un souci dans l'entreprise, la première chose, c'est de faire face, bien sûr, et de réunir les principaux collaborateurs en disant, bon les gars, un point de situation, comment on s'organise, comment on fait face à l'adversité ou des choses qui sont inhabituelles. Ça, c'est la première chose. Et il faut trouver le bon... alors après, il y a une méthodologie, en fait, où on fait une réunion. C'est simple, la réunion avec les cellules de crise, elle est aussi fréquente que la crise est aiguë. Oui, c'est ça. Plus on est dans l'inhabituel, plus la réunion est quasiment, nous, en temps de guerre, 2 fois par jour, 8 heures, 18 heures, grosso modo. Et puis plus ça se régule, plus ça va s'écarter. Oui. Ça veut dire qu'après, c'est 1 fois par jour, puis 1 fois tous les 3 jours, 1 fois par semaine. Et donc, cette idée de cellule de crise, d'ailleurs, on peut l'utiliser au quotidien dans l'entreprise pour un briefing, une réunion opérationnelle. 1 fois par semaine dans l'entreprise, ça c'est... Une sorte de conseil des ministres. Mais oui, c'est exactement. Le conseil des ministres, vous savez ce que c'est un conseil des ministres? Il y a 3 choses. 1, on débriefe la semaine précédente. 2, on fait un point d'actualité. C'est quoi l'actualité du jour? 3, le président de la République ou le Premier ministre brief ses ministres en disant voilà ce que j'attends de vous pour cette semaine. Ce point d'actualité, plus ces consignes que l'on donne aux ministres, ça c'est un briefing. Et c'est la même chose que vous faites dans l'entreprise 1 fois par semaine. Un point de ce qui s'est passé la semaine dernière, là où on était bon, pas bon, ou nos résultats. 2, l'actualité du jour, le contexte, les évolutions. Et 3, les consignes que je donne à mes directeurs ou mes managers pour la semaine qui vient. Moi, je milite ardemment pour que les entreprises nous appellent et que l'on vienne former leur cellule de crise. On ne peut pas être bon tout de suite, on a le droit de ne pas être bon tout de suite, bien sûr. Mais on a le droit de les entraîner. Un minimum. Voilà. Un minimum, il y a des principes d'organisation, de constitution. Bien sûr. Et puis processé quand même. Absolument. Il faut quand même avoir déjà un minimum d'expérience de cellules de crise pour retirer au maximum l'émotionnel quand un nouveau déferlement nous tombe dessus. Absolument, absolument. Et également, il y a une méthodologie dans ces briefings quotidiens ou hebdo. En opération, on a une méthode, c'est A1, A2, A3, A4, A5. A1, c'est le personnel. Où en sont nos troupes?
où est-ce qu'on en est, ceux qui sont dispo, pas dispo, ceux qui sont malades, ceux qui sont en télétravail, enfin un point de situation. Ça s'est vérifié là, dans cette prise-là. Complètement. 2, l'information, où on en est de l'actualité, de l'information, de tout ce qui peut avoir une conséquence sur notre activité. Oui. À 3, c'est le cœur, c'est les opérations. Où est-ce qu'on en est au niveau de notre outil de production, de nos fournisseurs, de nos clients. Tout ça, on l'aborde dans les opérations aériennes, les opérations interarmées, mais c'est la même chose pour les opérations d'une entreprise. Merci monsieur. Merci beaucoup. Et puis ensuite A4, c'est tout ce qui est soutien. Soutien, organisation, logistique, finance. D'accord. Et A5, c'est des plans. On se projette dans le futur. Ouais. C'est-à-dire qu'on envisage, donc voilà où on en est aujourd'hui, voilà ce que j'envisage de faire. Toi, tu vas faire telle étude, on va peut-être essayer telle chose. Même si on a une vision assez courte dans le brouillard de guerre, on essaie quand même de se projeter un minimum. Mais l'art d'un leader, c'est quoi? C'est d'anticiper. Oui. Ouais. Avec le peu d'informations qu'on a. Absolument. Ouais. Et puis de donner un cap. Oui. Plus on est en crise, plus la position du leader est déterminante. Ouais. Et c'est pas facile. Hein. Ah, j'entends, ouais. Et donc, même si ça bouillonne à l'intérieur, enfin, nous, on a un principe très simple en aéronautique. Hein. C'est ce que c'est ce principe? Plus c'est la merde, plus il faut être zen. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut, plus il faut être calme. Mais vraiment, plus c'est pour ça qu'il faut former les cellules de crise, pour qu'elles soient le plus calmes possible. Oui. On ne perd pas de temps et on est tout de suite dans l'opérationnel. Absolument, absolument. Comme on ne maîtrise pas les éléments, ça ne sert à rien d'être dans une angoisse folle. Et en fait, l'angoisse se transmet au staff. Ah mais complètement. Et c'est dur, c'est fatigant. Hein, bien sûr, et ça prend beaucoup d'énergie. Exactement. Et il importe d'ailleurs que les leaders gèrent leur fatigue, gèrent leur énergie. C'est très important parce qu'il faut s'inscrire dans le moyen et dans le long terme. Oui, c'est ce que j'aurais dit dans ma première vidéo d'ailleurs. Surtout qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils se reposent et qu'ils restent en phase avec leurs valeurs, ne pas paniquer. Et surtout prendre soin de leur staff. Et d'ailleurs, ils ont très très bien, tous les gens qu'on a rencontrés là, depuis le début du confinement, ils ont très très bien bossé. Globalement, moi, j'ai pas d'exemple autour de moi où les mecs étaient en panique, où ils ont pris énormément soin de leur staff. Ils ont recréé du lien différemment avec le téléphone, ils ont pris soin des familles, et ainsi de suite, ce qui ne se faisait pas automatiquement avant. Absolument. Donc il y a eu du lien qui a été fait, et ça c'est plutôt bien. Et puis après, il a fallu remettre les opérations en marche. Ça n'a pas toujours été simple. C'est même toujours pas si simple que ça aujourd'hui, 5 semaines après le déconfinement. Et c'est là où peut-être qu'il va falloir faire le fameux super débriefing pour voir un petit peu ce qui a très bien marché. Il y a beaucoup de choses qui ont très bien marché, même si les activités ne sont pas revenues à 100%. Et puis aussi voir toutes les zones, nous ce qu'on appelle en finance des zones de croissance, des zones d'amélioration. Complètement, ça c'est pour la stratégie. Oui. C'est tellement important pour savoir si on change notre business model, si on l'adapte. Et il y a une chose qui est juste avant qui était assez importante au niveau de la gestion des personnes. Il faut identifier pour chaque poste quel est le numéro 2 virtuel. Bien sûr. Ça, c'est hyper important. Tous les postes clés comme ça, dites-vous, cette personne-là tombe malade, comme pendant le Covid, et qui la remplace? C'est pas de mettre systématiquement un numéro 2, pas du tout. C'est que dans l'organisation, on sache quel est, dans les collaborateurs, celui qui prend la place. C'est essentiel ça. Et ça, c'est capital. Et il faut que ce soit nommément désigné. Mais bien sûr, et dans une cellule de crise, il faut toujours une cellule de crise bis. Si la première est atteinte, on fait comment? Eh vous voyez, les aviateurs, pendant la crise, ils avaient mis 2 équipes qui ne se recoupaient jamais en fait. Et qui travaillaient H24 pour éviter justement les interactions. Avec beaucoup de communication entre les deux. Et bien sûr, bien sûr. Alors, dernier point, moi qui me tient beaucoup à cœur, la génération de nos enfants agit, réagit, interagit avec le monde d'une manière très différente de nous. C'est vrai. Et tu vois ça comment dans le management de la prochaine génération? D'abord, j'ai 2 enfants comme ça, parce qu'ils ont 26 et 24 ans, donc je les appelle la génération Z. Donc ils ont effectivement un rapport avec très différent de nous. La première chose, notamment avec le monde du travail, la première chose pour moi, c'est qu'ils ne courent pas systématiquement après l'argent. C'est pas vrai. Bien sûr, il y en a toujours qui courent après, mais pas les mêmes ressorts. Deuxième chose, ils recherchent du sens. Ils recherchent du sens en entreprise. Alors, ils cherchent un travail et un CDI. Parce qu'on était dans cette culture-là. Oui. Et eux, ils cherchent du sens. Mais c'est la première génération qui a peur du CDI. Oui, c'est vrai. Ils ne cherchent pas du tout de CDI. Pas systématiquement en tout cas. Mais oui, absolument. Alors, donc, du sens. Ensuite, ils doivent comprendre ce qu'ils vont apporter à l'entreprise.
Or, d'abord, il n'y a aucune entreprise qui n'a pas de sens. Simplement, il faut expliquer. Oui. Oui, c'est ça, il faut l'expliquer, il faut le matérialiser. Absolument, d'où l'importance aussi du RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises, c'est très important, ils y sont attachés. Oui. Ensuite, ils doivent visualiser l'apport qu'ils vont donner dans cette entreprise. Sinon, ils s'en vont. Voilà, sinon ils s'en vont. Et puis, il faut soigneusement passer du temps dans l'intégration. Oui. D'ailleurs, c'est une chose qu'on fait pas assez. Les entreprises françaises, on passe pas assez d'importance sur la période d'intégration. Oui. Vous savez qu'il y a une étude qui a été faite par le Magazine Challenge l'année dernière qui montre la chose suivante. Un tiers des cadres quittent l'entreprise parce qu'ils n'ont pas été bien intégrés. Ouais. C'est quand même fou ça. Ouais. Et donc tu n'intègres pas la culture d'entreprise, l'esprit de corps. Exactement, sa place, son rôle. Il faut prendre de soin. Une fois qu'on a recruté, alors il y a une chose aussi importante dans le recrutement, c'est l'adéquation avec la culture d'entreprise. Oui. Pour ça, il faut que la culture soit écrite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et il faut aussi un bon recrutement, parce que tout le monde ne va pas dans n'importe quel milieu non plus. Absolument. Voilà, et l'importance au savoir-être en fait dans le recrutement. Ouais. Et puis dans l'intégration, cette période d'essai, l'intégration, il faut y passer du temps. Il faut que. Il n'y a pas que la formation. Il faut aussi l'intégration. Ça, c'est un facteur très important. Très important. Ouais. Et puis il y a une dernière chose aussi que je voudrais dire qui est assez importante, parce qu'après l'intégration, on a place et mission de chacun, mais on a la formation. Vous savez qu'il y a un principe très simple en aéronautique qui est très intéressant. La première chose, c'est qu'on ne confie jamais une responsabilité opérationnelle à quelqu'un si on ne l'a pas formé pour. Oui. Première chose. Oui, ça ne s'invente pas non plus. Première chose, c'est une règle d'or. Deuxième règle, chaque formation est sanctionnée par un résultat théorique et pratique, comme un permis de conduire. Et troisième règle majeure, c'est qu'une fois que l'on fait confiance à quelqu'un parce qu'il a montré qu'il savait faire, en théorie et en pratique, on est extrêmement exigeant sur les fondamentaux, pour pas que ça dérive. Et on revient aux règles dont on parlait tout à l'heure en introduction. C'est important pour chaque poste de définir les fondamentaux du poste. Et là, en aéronautique, c'est très simple. Si on déroge aux fondamentaux, c'est carton jaune, puis carton rouge. Voilà. Les conséquences peuvent être telles que tu n'as pas le choix. Mais du coup, il n'y a pas que pour les pilotes de chasse, pour les techniciens, il y a également pour les Bac-3 à l'époque, le jeune pistard qui fait son... Pour tout le monde. Tout le monde des fondamentaux, mais il faut que ce soit respecté. Et donc le maître secret, et on revient à la patrouille de France dans l'introduction, c'est quoi? C'est tout simplement la rigueur. La rigueur dans les fondamentaux. La rigueur et le travail. Et le travail. Ça ne s'invente pas. Non. On n'a rien sans travail. Non. On peut être génial quand même, mais un génie sans travail, ça restera très conceptuel. Hein. Absolument. Absolument. Et alors justement, le management de ces jeunes générations sur les 25 prochaines années, tu le sens comment? Plus transversal? Oui, mais un minimum de cadre aussi, un minimum d'organigramme, un minimum, c'est pas une obligation, on n'a pas besoin de connaître tout le monde. Donc on va arrêter les pyramides à 5 étages. Alors, quand on fait une pyramide, faut pas vous observez que quand on construit une pyramide, bon, il n'y a pas beaucoup qui l'ont construit, mais si on y prend, on ne commence pas par le haut. Rarement. Mais non, il faut commencer par le bas. Bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Si vous avez 8 pistards qui s'occupent de 8 avions, eh ben, il y a un chef de piste pour coordonner ces 8 ou ces 10. Ouais. Même chose pour les mécaniciens qui changent les moteurs ou l'électronique, il y a un chef mécano, il y a un chef électricien. Et ces chefs, ces managers intermédiaires mécaniciens, ils sont chapeautés, coordonnés par un chef des mécanos. De l'autre côté, vous avez un chef des pilotes et au-dessus, vous avez un commandant escadron qui coordonne. Donc quand vous faites un organigramme, commencez pas par le haut, commencez par le bas. Tout doucement. Oui, alors que moi je viens du monde financier, souvent c'est l'inverse. Et on a beaucoup de responsables et après on ne sait plus qui est. Surtout quand il y a un pépin, on ne sait plus qui est responsable. Absolument. Voilà. Absolument. Donc les jeunes générations vont changer un petit peu la donne probablement, en tout cas du rapport au travail. Oui, peut-être, mais moi j'observe, quand ils y croient, ils sont capables de se défoncer comme nous peut-être on ne faisait pas à notre époque. En tout cas différemment. Différemment. Oui. Ils peuvent mettre énorme énergie, ils ne comptent pas leurs heures. Donc ça c'est intéressant. Voilà, s'il y a plus de sens, ils s'en vont très vite. Ils n'ont pas d'état d'âme. Donc en fait, il faut bien former nos managers, rappeler le sens, rappeler les règles et en même temps beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. Beaucoup d'interaction, mais parfois il faut aussi fixer les règles et les faire respecter. Je reste persuadé
que si on ne porte pas des vraies valeurs, et pas des mots, parce que malheureusement, il y a beaucoup de mots à la mode, hein. On entend beaucoup, on ne va pas les citer là, mais je pense à beaucoup de mots qui sont à la mode en termes de valeurs, mais qui ne sont pas pensés, ressentis, incarnés. Et ça se voit dans les résultats en fait. Donc si le chef ne porte pas de valeurs, il ne pourra pas, le sens n'aura qu'une durée extrêmement limitée. Et on le verra dans la résonance de son équipe. Donc ça c'est très important, il faut des valeurs. Et quand les valeurs sont partagées par une équipe, ben, on a un chef d'orchestre qui produit une musique qui est extraordinaire, quoi. Bien sûr, voilà. Et puis on crée ce mouvement que nous montre la Patrouille de France, c'est que tout le monde derrière a un chef, un sens, on peut faire des choses extraordinaires. Exactement, voilà. C'est ça la symbolique. Patrick, j'étais ravi de te recevoir, mais vraiment ravi. Je pense qu'on se reverra pour d'autres formats. Merci d'avoir partagé tes expériences. Et puis, je te dis à très très bientôt. Merci Denis, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.